Bonjour aux gens en présentiel, bonjour aux gens en virtuel. Donc, Vanessa Deschênes, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'anatomie de la gestion d'un incident, les considérations légales à ne pas négliger. Donc, avec mon collègue Patrick, on va commencer avec quelques questions, histoire de vous échauffer, de vous mettre un peu dedans, comme on dit en bon québécois. Donc, question pour vous, les gens virtuels, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans le chat. Les gens présentiels, bien, vous pourrez peut-être lever votre main. Donc, à travers le monde, quel est le temps, selon vous, moyen d'occurrence d'une attaque? Donc, est-ce que c'est 60 secondes? Qui dit 60 secondes? OK. Est-ce que c'est 115 secondes? Ah, ça n'a pas l'air populaire en présentiel. 39 secondes? OK. 21 secondes. Et aucune seconde, il y a toujours des attaques en continu. OK, ça semble être la réponse la plus populaire. La réponse, c'est 39 secondes. Donc, à chaque 39 secondes, normalement, en moyenne, il y a des attaques à travers le monde. Donc, c'est quand même assez fréquent, comme vous pouvez le voir. Ensuite, deuxième question, quel est le temps moyen pour détecter et contenir un incident selon vous? Donc, est-ce que c'est 37 jours, 66 jours, 157 jours, 204 jours ou 279 jours? Okay. Et la réponse est 279 jours. Donc, ça prend en moyenne 279 jours pour détecter et contenir un incident. Rappelons-nous qu'il y a 365 jours dans une année. Donc, c'est relativement long. Vous allez le voir un peu pourquoi ça peut être aussi long que ça. Quel est le temps moyen d'une brèche de confidentialité ou d'une brèche de sécurité par enregistrement perdu? Donc, si, par exemple, il y a un incident, quel est le temps moyen? En fait, ça serait plutôt quel est le coût? Je pense qu'il y a une erreur, le temps. Quel est le coût moyen d'une brèche? Donc, est-ce que c'est 50 100 150 200 c'est pas vraiment quantifiable. OK. Et la réponse est environ 150 Donc, ce que ça signifie concrètement, c'est s'il y a un incident, par exemple, puis il y a des renseignements personnels ou des renseignements confidentiels, pour être capable d'évaluer un peu le coût d'un incident, on va prendre le nombre de personnes affectées fois 150 Donc, ça peut nous donner un peu, grosso modo, une idée des coûts. Quel est le pourcentage des Canadiens, selon vous, qui sont préoccupés ou énormément préoccupés par la protection de la vie privée? Est-ce que c'est 15 30 50 70 ou 80 OK. Fait que dans la salle, en tout cas, ça semble être... on voit un peu de tout. En fait, le vrai chiffre, c'est 51 selon les dernières études. Donc, plus de la moitié des Canadiens se disent préoccupés ou énormément préoccupés par la protection de la vie privée. Donc, c'était notre petit quiz du départ. Donc, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Une brève introduction du sujet pour mettre un peu la trame de fond. On va faire une mise en contexte. Donc, la gestion d'un incident, l'anatomie de l'incident, on va la vivre en vous parlant d'un scénario. Ensuite, on va vous parler quelles sont les étapes et les considérations légales lors de la gestion d'un incident. Évidemment, on va conclure avec quelques recommandations. Donc, sans plus tarder, je voulais simplement vous montrer ici le portrait à l'international. Évidemment, on va mettre beaucoup l'accent aujourd'hui sur les aspects légaux en lien avec nos lois québécoises et canadiennes. Mais vous savez sans doute que si vos organisations font affaire à l'international, on le voit ici, là, les dernières statistiques disent que 66 des pays à travers le monde
ont des lois qui vont venir gérer soit la protection des renseignements personnels, la sécurité de l'information. Donc, ça fait beaucoup de lois. Les pays qui n'ont pas de loi sont en train d'en adopter. Fait que c'est vraiment une tendance mondiale. Et vous comprendrez que les lois ne sont pas toutes équivalentes. Fait que ça peut devenir un beau casse-tête de venir appliquer tout ça dans le quotidien. Au Canada, de quoi ça a l'air? Je ne vous ferai pas un cours là, de droit juridique 101, mais bon, tout dépendamment des compétences fédérales, provinciales, on va avoir divers types de lois. Et en matière de protection des renseignements personnels, grosso modo, on va avoir plusieurs lois qui vont être applicables au Canada. Donc, normalement, c'est la loi fédérale. Là, je parle du secteur privé. C'est la loi fédérale qui va trouver application, à moins que certaines provinces aient des lois dans le domaine. Donc, à l'heure actuelle, on a le Québec, qui a une loi en matière de protection des renseignements personnels. On a l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, encore une fois, si vos organisations font affaire de façon pan-canadienne et que l'organisation est au Québec, elle va, oui, devoir respecter les aspects de la loi québécoise, mais aussi les aspects des autres lois canadiennes. Projet de loi 64. On ne peut pas passer à côté. Vous en avez entendu parler, lequel projet de loi a été adopté et sanctionné. On parle parfois de la loi 25, maintenant qu'elle a été adoptée, donc entrée en vigueur, comme je dis souvent, en escalier. Donc, le premier escalier qu'on va franchir, c'est le 22 septembre 2022. Et parmi ces nouvelles exigences-là, il va y avoir les exigences en matière de gestion des incidents. Donc, c'est notamment la raison pour laquelle on est devant vous aujourd'hui. Donc, je cède la parole à Patrick pour vous faire une petite mise en contexte de la situation. Bonjour tout le monde. Alors, on va vous présenter une petite mise en contexte aujourd'hui pour simuler un incident. Ça va être rien de très complexe. On ne sera pas dans une attaque de type Zero Day qui est exploitée ou tout ça. On s'en va vraiment dans une attaque que tout type d'entreprise pourrait vivre au quotidien. Et donc là, on vous a présenté l'entreprise ABC Physio, où on a Alice, qui est la CEO, qui garde les renseignements de ses clients et de ses employés sur son ordinateur. Et Alice décide d'aller se prendre un café au Café Grain sur la rue Saint-Joseph. Moment auquel un acteur malicieux décide de défoncer la fenêtre de sa voiture et de récupérer son ordinateur portable, créant ainsi un incident. Donc, effectivement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept d'incident, on parle d'une atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données. J'imagine que la plupart qui sont ici sont au courant de cette notion-là, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même important. Donc, l'obtention d'un laptop de façon involontaire par un acteur malicieux, ça constitue un incident et c'est un incident qui est assez commun avec d'autres attaques là, de type rançongiciel ou même la fraude de courriel compromis là, ces temps-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce type d'incident-là. Donc, supposons que Alice n'est pas du tout préparée. Au moment de se faire voler son laptop, elle risque de se ramasser dans une situation où elle est prise à l'improvisme total. Donc, elle va soit appeler son beau-frère qui travaille dans le domaine des technologies ou peut-être qu'elle va appeler tout de suite la police, mais elle n'aura pas un plan d'action clair sur les actions à prendre immédiatement suite au vol de l'ordinateur. Et le problème, comme on va le voir plus loin, c'est qu'immédiatement, au moment où il y a un incident de cybersécurité qui se produit, on doit être en mesure de réagir rapidement. Il y a des évaluations qui sont requises en vertu des lois, notamment en vertu de celles qui concernent les renseignements personnels, qui obligent de notifier. On va, un petit peu plus tard dans la présentation, on va vous expliquer les critères. Là, Vanessa va vous faire une belle présentation par rapport à ça plus loin. Mais gardez en tête qu'au moment de l'incident, l'horloge commence à courir. Donc, il faut tout de suite être prêt à réagir. Et oui, c'est beau au niveau pratique d'avoir un plan de réponse aux incidents, mais l'exécution de ce plan de réponse aux incidents-là va aussi avoir un impact sur l'évaluation qui va pouvoir être faite par les tribunaux ou les commissaires à la vie privée par après. Donc, la préparation, c'est 50 de votre succès. Comme vous le savez, les incidents de cybersécurité, ce n'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand.
Ça peut être une menace externe qui va se manifester ou ça peut être quelque chose à l'interne, un accident même, mais ça va arriver à tous ceux qui sont en entreprise. C'est juste une question de quand. Et bien, si ça ne vous arrive pas, vous êtes vraiment chanceux, puis vous êtes dans la rare portion des statistiques mondiales actuelles. Si je peux me permettre, quand on parle du « c'est pas si, c'est quand », vous allez le voir plus tard quand on va vous parler un peu des critères de ce que constitue un incident, notamment impliquant des renseignements personnels. La définition est tellement large qu'un incident, ça peut être quelque chose d'aussi banal qu'envoyer un document, par exemple, à une mauvaise adresse courriel. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle, à la limite des incidents, je ne veux pas dire qu'on en vit tous à tous les jours, mais il y en a plus que l'on pense au sein de nos organisations. C'est juste qu'étant donné qu'on ne s'est pas préparé sur quels sont les critères et qu'est-ce que c'est, souvent, bien, on ne les adresse même pas. Donc, ça va faire partie aussi des éléments là, dont on va parler avec vous aujourd'hui. Donc, au niveau de l'approche, il y a diverses approches. Il y a des approches plus en lien avec les modèles que vous connaissez peut-être au niveau de la sécurité de l'information, des modèles comme les ISO, les NIST de ce monde. Dans les modèles plus en lien avec la protection des renseignements personnels, ce qu'on voit souvent là, comme étape, c'est ce que vous voyez sur votre écran. Donc, évidemment, toute la notion de préparation, on va y venir dans quelques instants. Donc, on doit se préparer. Si malheureusement il y a un incident qui arrive, on va le voir, on va devoir contenir et mitiger. Ensuite, on va évaluer notre incident, qu'est-ce qui se passe, etc., quelles sont nos obligations légales. On va peut-être devoir notifier si on rentre dans les critères et éventuellement, on va vouloir faire un post-mortem pour prévenir de nouveaux incidents. Donc, c'est un peu le cycle, je vous dirais, un peu plus légal de la chose. Super, bien, merci Vanessa. Puis concernant l'aspect plus cybersécurité, bien, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes familiers avec les frameworks du NIST, là. Donc, je ne ferai pas la répétition de toutes les étapes qui sont importantes, mais on voit que c'est assez similaire aussi côté cyber quand on se prépare pour un incident au niveau technique. Bien, souvent, c'est un cycle très similaire qui va s'appliquer. Et si on va creuser un petit peu plus loin dans les différents modèles du NIST, bien, on peut aller voir des schémas qui vont expliquer plus précisément les étapes à prendre ou à suivre dans le cas d'un incident de cybersécurité. Comme on peut voir, par exemple, au centre, là, où on a l'étape de préparation, l'étape d'analyse et de détection, l'étape de contenir et de radier et de reprendre les activités, et finalement, l'étape post-mortem où on fait une analyse là, suivant l'incident sur les leçons apprises. Donc, on va passer un peu au travers les étapes, puis on va vous amener sur chaque étape les considérations juridiques. Donc, on va parler des étapes que vous connaissez déjà, mais on va dire, bon, bien, quelles sont les considérations légales qu'il faut garder en tête à ces moments-là. Donc, dans la préparation, c'est un élément très important parce que quand un tribunal va venir se prononcer sur est-ce que l'entreprise a été diligente ou non, est-ce qu'elle a appliqué les mesures raisonnables, bien, on va considérer ce qui a été fait dans le cadre de la préparation. Donc, comme vous le savez, dans une préparation efficace, on va avoir l'identification et la gestion des risques qui concernent la cybersécurité. Ça veut dire, bon, à partir des actifs que vous avez dans votre entreprise, bien, quels sont les principaux risques et comment vous allez prioriser. En matière de protection des renseignements personnels, bien, on va se questionner, bon, quels renseignements personnels on a au sein de l'entreprise? Des renseignements personnels, ça peut être des renseignements personnels de clients, comme par exemple Alice avait sur son ordinateur des renseignements de certains de ses clients, mais ça peut aussi être des renseignements d'employés. Souvent, ça va être un volet oublié. Les gens vont dire, ben moi, des renseignements personnels, j'en ai pas. Bien, tout ce que vous avez sur votre laptop qui concerne vos employés, c'est des renseignements, et donc ça doit être priorisé dans votre préparation aux incidents. Ensuite de ça, bon, il y a toute la désignation des rôles au sein de l'entreprise qui est très importante. Bien, il faut avoir des gens qui sont responsables, qui peuvent répondre des actions qui sont prises de l'entreprise dans les moments d'incident. Et ça, souvent, ça va se faire par des mécanismes officiels de nomination dans des politiques ou procédures où, par exemple, le CA pourrait être impliqué puis approuver les différentes nominations. Et finalement, bon, il y a l'implémentation et le déploiement des mesures de sécurité. Et ça, c'est même exigé par les lois qu'on a tant au Québec que dans les autres provinces ainsi qu'au fédéral. Donc, les lois exigent des mesures de sécurité pour la protection des renseignements personnels, mais on ne va jamais dans les lois venir préciser exactement ce qu'il faut faire.
Donc, comme professionnel de la cybersécurité, ce que vous devez faire, c'est vous tenir au courant des meilleures pratiques et l'évaluation du tribunal et des commissaires va toujours se faire dans le temps en vertu là, des règles de l'art, si je peux me permettre. Donc, une mesure qui pourrait être évaluée, par exemple, il y a 2 ans dans le cadre d'une décision, bien aujourd'hui, si par exemple un algorithme cryptographique est désuet, bien, l'application de cet algorithme-là pour chiffrer, par exemple, vos renseignements personnels il y a 2 ans, bien, en date d'aujourd'hui, le tribunal, il va peut-être regarder et dire « Ouais, mais sauf que votre expertise, la partie adverse amène une expertise qui dit que ça, c'est désuet, donc vous n'êtes plus à jour. » Donc, c'est un processus en continu. L'obtention de la couverture d'assurance adaptée, c'est très important. Donc, assurez-vous que vos risques, en fonction de vos actifs, sont soit mitigés ou sont acceptés ou assurés. Donc, c'est assez évident, mais il faut s'assurer dans la négociation de sa couverture d'assurance de bien mettre en valeur les mesures qui sont déjà déployées dans l'entreprise. Peut-être que ça va vous permettre de réduire votre prime. Aussi, considérant les assurances, c'est possible que dans le cas d'un incident, vos assureurs vous demandent de faire affaire avec un cabinet d'avocats en particulier. Donc, ça peut être important de bien comprendre les processus à suivre dans le cas d'un incident qui se trouve dans sa police d'assurance. Si je peux me permettre un complément d'information, au niveau de la cyberassurance que vient de mentionner Patrick, c'est vraiment important au niveau de votre préparation. Puis si vous ne le savez pas, normalement, si vous appelez votre avocat, le premier réflexe que votre avocat devrait avoir, c'est de vous poser la question à savoir si vous avez une cyberassurance. Pourquoi? Parce qu'il va lui-même vouloir s'assurer qu'il va pouvoir agir en votre nom. Donc, comme l'a mentionné Patrick, il y a certaines assurances qui vont exiger que vous fassiez affaire avec un cabinet en particulier ou avec une liste de cabinets. Puis c'est la même chose pour les autres experts. Donc, si on a besoin d'avoir des experts en forensique, par exemple, ou d'autres types d'experts, ça se peut que votre assurance cyber-risque exige là, que ça soit parmi une certaine liste. Donc, c'est toujours bon les gens qui vont être dans l'arène de cette gestion des incidents-là, qui aient accès à cette information-là. Merci, Vanessa. Donc, dans les autres étapes qu'on peut prendre dans une bonne préparation, bien, il y a la sensibilisation et la formation des employés et la mise à l'épreuve de nos politiques, procédures, plans de réponse aux incidents et autres. Donc, dans le plan de réponse aux incidents, rapidement, bien, on veut déterminer, on veut avoir un plan à l'avance, on va savoir qui fait quoi et quand. Puis l'autre élément important de se souvenir, ça va être quoi les canaux de communication qu'on va utiliser dans le cadre d'un incident. Donc, souvent, on va vouloir faire appel, par exemple, à un avocat dans un contexte d'incident parce qu'on va vouloir couvrir certaines conversations ou certaines communications avec le secret professionnel. Il faut faire attention si on a un conseiller juridique à l'interne de son entreprise. Souvent, le conseiller juridique interne va être appelé aussi à donner des conseils plus stratégiques. Donc, si jamais il y a un litige postérieur, puis là, vous avez, dans le cadre de votre gestion d'incident, vous avez décidé de communiquer avec votre avocat pensant que toutes les communications vont être couvertes par le secret professionnel, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut toujours se poser la question d'un point de vue juridique, est-ce que la communication elle-même, elle est couverte par le secret professionnel? Et ça va être votre avocat qui va être mieux placé pour vous le dire. Donc, ça peut être très intéressant d'impliquer un avocat dès le début des procédures, mais ça revient à la discrétion de l'entreprise. Le plan de gestion des incidents vous appartient. Puis aussi, dans tout ce qui est le volet préparation, n'oubliez pas qu'il y a des entreprises de cybersécurité qui se spécialisent là-dedans. Nous, notre expertise est au niveau légal, mais pour votre maturité de cybersécurité, il y a beaucoup d'experts qui peuvent vous assister avec ça. Donc, les considérations légales derrière une bonne préparation. Donc, il y a les exigences contenues dans les lois, certaines qu'on a discutées plus tôt en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, mais il existe aussi des exigences sectorielles, par exemple dans le milieu financier, où, par exemple, il y a des obligations de notification additionnelles qui se retrouvent. Donc, il y a aussi le secteur maritime. Donc, assurez-vous que dans votre secteur d'activité, vous n'êtes pas couvert par une loi particulière qui vous oblige de notifier en plus des renseignements personnels. Ça serait la première considération à garder en tête.
Ensuite de ça, il y a toute la question de vos contrats. Vous avez sûrement déjà entendu parler du RGPD. Souvent, il va y avoir des data processing addendum, mais vous allez aussi avoir des ententes avec, par exemple, des tiers fournisseurs et tout ça. Bien, vous allez avoir des clauses qui concernent la cybersécurité là-dedans. Vous pouvez avoir aussi des clauses qui vous forceront à avoir, par exemple, des audits à la discrétion de la personne avec qui vous avez contracté. Donc, dans la considération de la préparation, gardez un œil sur vos contrats, allez lire vos clauses, faites-vous un inventaire de vos exigences, puis à partir de là, vous allez être en mesure de planifier adéquatement. Ensuite de ça, la diligence raisonnable. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà eu à vendre une entreprise, mais dans le processus d'une vente d'entreprise, tout est scruté très attentivement. Et la cybersécurité n'en fait pas exception. Puis la protection des renseignements personnels aussi, on le voit de plus en plus. Là, dans le cadre d'une transaction, tu as une checklist de choses à regarder. Puis maintenant, la cybersécurité en fait partie, puis la protection des renseignements personnels aussi. Donc, si vous n'avez pas eu une gestion adéquate ou une maturité adéquate tout au long de vos processus d'affaires, bien, vous pourriez vous ramasser à penser que votre entreprise va valoir un certain montant, mais que finalement, bon, elle pourrait être dévaluée en fonction du fait que vous n'avez pas en place les mesures adéquates là, selon les bonnes pratiques. Puis on va y revenir un peu plus tard là, quand on va vous parler de la notion de registre. Les lois nous exigent de tenir un registre des incidents. Donc, ça aussi, potentiellement, ça va pouvoir avoir un effet dans des cas de fusion, acquisition, vente, parce que ça risque d'être des documents qui vont être de plus en plus demandés par de futurs acheteurs. Donc, on y reviendra, mais il faut garder ça en tête aussi. Super. Bien, merci, Vanessa. En ce qui concerne peut-être d'autres obligations, il y a l'imputabilité du conseil d'administration. Bien, au niveau de la loi fédérale, on parle de plus en plus d'obligations de fiduciaires en ce qui concerne les administrateurs d'une société. Donc, à garder en tête que les administrateurs doivent agir dans le meilleur intérêt de la société. De la société en parlant de l'entreprise. Là. Et donc, les décisions qui sont prises au moment, par exemple, de la gestion d'un incident ou de la préparation en cybersécurité, ça doit être des décisions qui prennent en considération les différents volets de l'entreprise et les différents, les différentes parties prenantes. Ça pourrait être, par exemple, vous devez, par exemple, considérer l'impact que ça va avoir sur vos créanciers, l'impact sur les actionnaires et autres. Finalement, bon, il peut y avoir des litiges qui vont s'en suivre sur le caractère raisonnable des mesures qui ont été prises. Ça peut être des litiges, des actions collectives qui concernent la vie privée. On en voit de plus en plus. Sinon, bon, ça peut aussi être des actions qui sont prises contre les dirigeants. Là, comme je discutais, il y a une action dans l'État de New York un juge a refusé de rejeter l'action qui était une action oblique qui était orientée vers des administrateurs de la société. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir des choses similaires éventuellement au Canada et même au Québec. Finalement, bon, il peut y avoir des enquêtes par des tiers. Par exemple, les commissaires à la vie privée et autres, ou des sanctions pénales et administratives qu'on a vu que dans le projet de loi 64, ça peut aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ça peut être très, très salé. Et donc, c'est très important de se préparer adéquatement. Et pour ceux qui ne croient pas que ça peut coûter cher, bien, je vous invite à aller lire les décisions européennes ou même l'actualité européenne sur les décisions qui concernent la RGPD dans les dernières années. Là, on parle de sanctions de millions quand ça concernait des grandes entreprises là, multinationales. Et bon, pour les considérations pratiques, ça va un peu de soi. Là. On parle de rapidité et d'efficacité dans la réponse. Vous allez sauver du temps, vous allez sauver des frais si vous êtes adéquatement préparé. Vous allez potentiellement avoir à faire affaire avec moins de tiers, parce qu'on s'entend, c'est que quand on n'est pas prêt, par exemple, Alice, dans notre cas de tantôt, si elle a besoin d'aller chercher une firme externe, bien, la facture va monter assez vite si elle n'a rien du tout en place, puis là, tout est externalisé. Si on est capable d'en faire à l'interne, bien, on risque d'en sortir gagnant. Donc, on a passé relativement beaucoup de temps sur la préparation, mais c'est aussi parce qu'on veut envoyer un message que c'est ultra important. Comme dans n'importe quoi, faut se préparer, il faut bien se préparer, puis on n'insistera jamais assez sur l'importance de la préparation. On le voit avec nos clients, les clients qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas.
il y a vraiment une différence au niveau soit des dommages de l'incident, soit au niveau de la réputation, au niveau des coûts, au niveau justement du délai de la gestion. Donc voilà, le message qu'on veut envoyer, c'est oui, ça prend du temps, puis c'est peut-être plate un peu là, de rédiger des processus, procédures et tout ça, mais c'est vraiment un investissement. Vous allez avoir un retour sur investissement si vous préparez bien. Oui, puis peut-être ajouter un point sur les politiques et procédures. Là, c'est beau de mandater une firme externe qui va vous la faire, qui va vous préparer toutes vos politiques et tout ça. Puis ça, c'est fantastique. En fait, souvent, c'est la meilleure étape à prendre là, que de faire affaire avec des experts pour vous assister. Sauf qu'une chose aussi qu'on voit souvent, c'est par exemple 2-3 ans après, on va revenir, puis là, on va avoir un super beau document, super exhaustif avec plein de projets de procédure à même la procédure. On dit qu'on va développer telle et telle chose, mais finalement, c'est un document qui s'est ramassé sur la tablette. Donc, dans vos révisions de politique et procédures, assurez-vous que ce soit à jour, puis que ce soit aussi, ça reflète la vérité, parce que sinon, justement, dans le cadre d'un litige, quelqu'un pourrait l'invoquer contre vous s'il en obtient une copie en disant, bien, regardez, vous dites que vous faites ça à l'interne, tout ça, vous avez ces mesures-là, mais finalement, bien, il y en est quoi en pratique? Vous n'avez jamais fait ça, l'incident s'est produit, puis vous vous retrouvez, vous avez l'air un peu fou, là. Donc, le principe aussi, je ne me souviens pas si on l'a mentionné, là, mais de tester vos processus, procédures, Oui. parce que ça revient à ce que dit Patrick, c'est-à-dire que c'est bien beau, justement, d'avoir une belle procédure, mais tu sais, souvent, on ne veut pas nécessairement la tester pour la première fois en vivant l'incident, tu sais, parce que là, il y a le stress, il y a l'adrénaline et tout ça. Nous, on l'a vu parfois chez des clients, il y avait par exemple un numéro de téléphone, 1-800 ou des choses comme ça. Finalement, on active la ligne, mais ça ne fonctionne pas. Ça ajoute du stress, déjà une situation qui est stressante dans la gestion d'un incident. Tout dépendamment de l'incident, ça peut aller vite. On doit prendre des décisions rapidement. Donc, le tester le processus, tester les appels avec votre board, les gens, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais ça peut faire des miracles, juste le fait de le tester, puis c'est là qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nécessite des ajustements. Tout à fait. Puis, là, on va passer à la prochaine étape. En fait, on a passé le volet préparation, puis là, on est rendu au stade où notre responsable d'entreprise doit contenir l'incident. Donc, dans un cas où, par exemple, notre Alice qu'on parlait tantôt, elle est arrivée préparée, par exemple, elle avait des procédures adéquates en place, bien, ça pourrait être aussi simple contenir l'incident que de faire un appel à son responsable de la cybersécurité, puis dire, bon, bien, on wipe le contenu de l'ordinateur, on efface tout, et bon, l'incident est pas mal terminé. Si on est capable de réagir en quelques minutes, ça n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, sous réserve des registres et tout ça de conservation. Là. Mais dans un cas où on n'est pas du tout préparé, contenir l'incident, ça peut être très compliqué. Mais une considération légale que je vais peut-être vous mentionner là, de façon plus précise, parce que notre plus-value, elle est là. D'une première perspective, il faut prendre des mesures pour éviter que l'incident se reproduise. Ça va être une exigence qui va entrer en vigueur, qui va avoir force de loi à partir de septembre 2022 en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Mais une autre considération, c'est toute la considération de la conservation de la preuve. Donc, quand on fait, par exemple, quand on passe au travers les différentes phases, bien, il faut s'assurer que on est capable de conserver la preuve si on veut, ensuite de ça, entamer des litiges. Puis, en ce qui a trait à la preuve elle-même devant les tribunaux, si on fait affaire avec des documents électroniques, il faut être capable d'en prouver l'intégrité. Donc, si vous faites affaire avec un tiers externe, par exemple, assurez-vous que la façon dont la preuve est obtenue, qu'elle est adéquatement manipulée et que vous êtes en mesure de faire la preuve de son intégrité devant les tribunaux. Et en ce qui concerne les mécanismes légaux pour l'augmentation de la preuve, bien, il existe des mécanismes judiciaires pour obtenir certains éléments de preuve chez des tiers. Donc, ça peut être des ordonnances Hampton Pillar pour aller saisir certains éléments de preuve. On peut faire des ordonnances de sauvegarde. Donc, il existe plusieurs mécanismes juridiques qui sont à votre disposition pour aller obtenir
un élément de preuve qui peut être, par exemple, dans une partie, dans les mains d'une partie tierce. Si vous subissez, par exemple, un incident dans lequel il y a un Internet Service Provider là, qui possède de l'information intéressante sur un acteur malicieux, mais il existe aussi, par exemple, les ordonnances de type Norwich que vous pouvez utiliser pour obtenir l'identité d'un individu là, chez ses fournisseurs. Là. Bon, j'ai aussi sauté, là, je vais revenir en arrière d'une étape, mais il y a tous les processus pour éradiquer la menace, puis aussi rétablir les systèmes. Donc, dans votre préparation, là, on ne l'a pas mentionné encore, mais vous allez souvent aussi, vous devez en fait anticiper un plan qui va vous permettre la continuité de vos affaires. Donc, si vous n'avez pas déjà un business continuity plan à l'interne, assurez-vous peut-être dans votre développement ou votre préparation de cybersécurité là, pour les incidents, de penser à une façon où vous êtes en mesure de reprendre les opérations rapidement. Peut-être que dans le cas de notre physio, ce n'est pas dramatique, mais si vous avez, par exemple, une entreprise où des secondes, ça peut valoir des milliers de dollars, bien, pensez à ce type de considération-là si ce n'est pas déjà fait. Peut-être avant de passer à l'évaluation, je voudrais, les 2 points importants à retenir seraient ceux-ci. C'est encore en lien avec la préparation. Donc, si vous êtes bien préparé, c'est parce que vous avez mis en place des mesures de sécurité adéquates selon le type de données que vous avez au sein de votre organisation et que vous avez mis les procédures adéquates. Fait que si on reprend l'exemple d'Alice qui a son portable qu'elle s'est fait voler, dans le cas d'Alice, là, je ne sais pas si mon collègue va me dire que j'ai la bonne version du scénario, mais admettons que c'était le portable de l'organisation sur lequel il y avait toutes ces données-là. Bon, il y a de fortes chances qu'il va y avoir des mesures de sécurité adéquates. C'est un portable de l'entreprise, donc potentiellement que dans un cas comme ça, on aurait contenu l'incident rapidement, puis peut-être même qu'on ne rentrerait même pas dans les critères au niveau de la notification de la loi, parce qu'on pourrait justement, à distance, désactiver les mots de passe, supprimer les données, etc. Fait qu'on est vraiment venu contenir l'incident, puis on a peut-être même non seulement on a arrêté l'hémorragie, mais d'un point de vue juridique, on n'aura peut-être pas besoin de continuer de notifier les individus. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la préparation. Puis, si je reprends mon exemple, puis que j'ai aussi une bonne politique, vous avez peut-être entendu parler des politiques BYOD, Bring Your Own Device, donc les fameuses politiques qui viennent encadrer l'utilisation des appareils mobiles de nos employés. Mais souvent, dans ces politiques-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que oui, les employés peuvent peut-être utiliser leurs appareils mobiles, mais sur les appareils mobiles, ils ne peuvent pas mettre des données qui appartiennent à l'entreprise, des données clients, etc. Ou si c'est le cas, vont devoir utiliser ce qu'on appelle souvent des containers, donc vraiment des applications où l'information va être sécurisée, va être contenue. Donc, encore une fois, si on s'est bien préparé, puis qu'un incident comme ça arrive, on peut contenir rapidement, on peut arrêter l'hémorragie et, ben voilà, tout le monde est content. Super. Au niveau de l'évaluation, Vanessa, je te laisse prendre le relais en ce qui concerne le volet plus renseignement personnel. Oui, exact. Donc, on vous parle beaucoup de données en général. Le volet renseignement personnel, c'est le volet dont on vous a parlé avec les nouvelles entrées en vigueur au Québec, des obligations de notification. Quand on parle de préparation, c'est aussi s'assurer qu'au sein de l'organisation, on sait c'est quoi un renseignement personnel. Puis ça a l'air simple, mais quand on commence à parler avec nos clients, mais on se rend compte que c'est peut-être pas si simple que ça, parce que la définition de renseignement personnel, elle est vraiment large et elle est contextuelle. Donc, souvent, les gens nous demandent « Ah, ben Vanessa, peux-tu me donner comme une liste d'épicerie, là? Dis-moi, c'est quoi un renseignement personnel? » Bien, oui, il y a des renseignements qui, de par leur usage, de par la façon dont on les utilise dans notre quotidien, on sait que c'est des renseignements personnels, mais il y a des renseignements qui, selon le contexte, pourront ou non être des renseignements personnels. Donc, souvent, c'est la portion parfois qui devient difficile lorsque l'on gère un incident et qu'on est rendu à évaluer quelle est l'étape d'un point de vue légal. Parce que si on n'est pas bien préparé, si les gens qui vont gérer l'incident ne connaissent pas bien qu'est-ce qui est un renseignement personnel, bien, c'est là où on peut passer à côté de certaines choses. Pour vous rassurer, les commissaires à la vie privée, les lois disent vous pouvez avoir des sanctions si vous avez, puis on va arriver avec la notification dans quelques instants, mais si vous avez sciemment
pas notifié, par exemple. OK? Fait que le mot sciemment ici est super important parce que on ne vous le souhaite pas, mais ça se peut peut-être que vous vous trompiez dans votre évaluation des critères et tout ça. Mais ce qui va être, vous allez vous faire taper sur les doigts, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire éventuellement, ton analyse n'est peut-être pas tout à fait correcte, mais vous n'aurez pas nécessairement une amende parce que c'était potentiellement, en tout cas, on le souhaite, c'était pas volontaire parce que ça n'a pas été fait sciemment. Donc, un élément qui est important à toujours garder en tête lorsque vous faites votre évaluation, c'est idéalement de venir, je vous dirais, mettre par écrit quelle est la logique. Fait que souvent, on va le voir dans vos plans de réponse aux incidents. Le volet légal devrait également décrit, c'est-à-dire quelles sont les questions que je me pose pour en venir à la conclusion que oui ou non, il y a des renseignements personnels et que oui ou non, je dois notifier à un individu, à un commissaire, etc. Donc, en mettant un peu par écrit cette analyse-là, évidemment, un avocat va vous conseiller sur peut-être quoi écrire ou ne pas écrire ou comment l'écrire ou ne pas l'écrire. Mais en mettant ça par écrit, ça vous permet aussi éventuellement de venir démontrer que c'est pas sciemment que j'ai pas par exemple notifié quelqu'un, c'est parce que selon mon analyse, j'en suis venue à la conclusion que je devais pas par exemple notifier. Donc, je reviens à mes renseignements personnels. C'est quoi un renseignement personnel? Comme je vous l'ai dit, la définition, elle est large. Essentiellement, c'est un renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. Ici, on vous a mis un gros point d'exclamation. Comme Patrick l'a mentionné, on pense souvent aux renseignements de nos clients. C'est sûr que d'un point de vue risque réputationnel, c'est souvent le premier réflexe que l'on a, mais n'oubliez pas que la définition de renseignement personnel, elle est large et elle inclut aussi les renseignements de vos employés. Donc, s'il y a un incident avec les renseignements de vos employés, il faut les traiter de la même façon que si c'était les renseignements personnels de vos clients. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a diverses lois au Canada. Donc, les lois qui exigent une notification lorsque certains critères sont rencontrés. Il y a la loi de l'Alberta. Pour l'instant, en Colombie-Britannique, ça n'existe pas. Sachez toutefois que la loi devrait éventuellement passer par un processus similaire à ce que l'on vient vivre au Québec. Donc, la loi sera modifiée et, évidemment, la Colombie-Britannique aura fort possiblement aussi une exigence de notification. Le fédéral, donc toutes les provinces qui sont assujetties à la loi fédérale ont une obligation de notifier. Et maintenant, à partir de septembre cette année, on aura une obligation similaire au Québec. Peut-être, si tu me permets d'ajouter, Oui. Vanessa, là, si vous avez des contrats en Europe aussi ou qui concernent des données d'Européens, là, on s'est surtout concentré sur le volet canadien dans le cadre de cette présentation-là, mais sachez que le portrait législatif mondial est en constante évolution. La notion de renseignement personnel peut varier d'une juridiction à l'autre. Ça se ressemble, mais il peut y avoir des nuances différentes. Et donc, il faut être sensible à ce portrait législatif constamment changeant et sachant bien vous devez savoir dans votre entreprise, les données des personnes, ils proviennent d'où? Les personnes sont où? Puis les données que j'ai, c'est quoi les juridictions qui sont en cause? Là, on parle du Canada, mais gardez ça en tête parce que si jamais vous subissez un incident, bien, rapidement, vous allez devoir savoir les données proviennent d'où, s'il y a des renseignements personnels en cause, et savoir qui notifie. Les États-Unis sont en train de créer un casse-tête là, juridique parce qu'ils sont en train de développer plusieurs lois différentes qui concernent la protection des renseignements personnels. Donc, si vous avez des activités aux États-Unis et vous subissez une brèche de données là, qui peut valoir notification au Attorney General, bien, sachez que vous pourriez vous retrouver là, dans un casse-tête juridique si vous n'êtes pas adéquatement préparé. Fait que je retourne rapidement en arrière. On a un incident. C'est quoi la première chose que l'on fait? C'est qu'on réagit. Hein? On veut contenir notre incident. On veut stopper l'hémorragie pour contrôler la situation. Une fois qu'on a relativement contrôlé la situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est OK, quelles sont les données en jeu? Quelles sont les données qui ont été volées, hackées, etc. Et parmi ces données-là, si on prend l'exemple des renseignements personnels, on va dire justement, est-ce que j'ai des renseignements personnels? Si oui, où se situent ces individus-là?
Et selon l'endroit où se situent les individus, on va pouvoir rattacher ça à une loi en particulier et aux critères qui vont en découler. Donc, si on regarde un peu le portrait au Canada, on a mis le mot là, atteinte à la vie privée, incident de confidentialité, atteinte aux mesures de sécurité. Ce sont tous des mots utilisés dans les lois pour dire à peu près la même affaire. Là. On parle d'un incident de sécurité impliquant des renseignements personnels. Donc, c'est quoi un incident qui implique des renseignements personnels? Si on regarde la loi québécoise, on dit que c'est l'accès, l'utilisation ou la communication non autorisée par la loi à un renseignement personnel, la perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement personnel. Donc, si le renseignement n'a pas été adéquatement sécurisé, si un employé a accédé à une base de données qu'il ne devait pas accéder, par exemple, ça va être considéré comme un incident. En Alberta, c'est relativement la même chose. Vous voyez le mot « utilisation » qui est souligné. À partir de septembre, le Québec sera la seule juridiction, puis si je ne me trompe pas, même si on compare avec le RGPD, à dire que l'utilisation non autorisée constitue un incident. Comment ça va être interprété? L'avenir nous le dira. La Commission d'accès à l'information semble dire qu'ils veulent agir en cohésion avec le reste des provinces. Donc, est-ce que malgré le fait que le terme « utilisation » est dans la loi, ça va être interprété de façon différente? Je veux dire, j'ai pas de boule de cristal, on le verra, mais sachez que c'est une distinction ici importante avec le Québec puis qui pourrait aussi avoir des impacts importants. Donc, dans notre contexte avec Alice, on vous a dit qu'il y avait des renseignements d'employés, des renseignements de clients. Donc, on a contenu l'incident, on fait notre analyse, on dit, OK, sur le portable d'Alice, s'il y avait des renseignements d'employés, il y avait des renseignements de clients. Donc, j'ai des renseignements personnels, je sais que j'ai des renseignements personnels. Ensuite, se pose la question, maintenant que je sais que j'ai des renseignements personnels, est-ce que je dois notifier ou pas? Est-ce que je dois notifier les individus? Est-ce que je dois notifier les commissaires à la vie privée? Est-ce que je dois notifier d'autres entreprises? Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre évaluation. Quels sont les critères? Dans le fond, on va devoir notifier si, puis là, je vous ai mis, selon les différentes lois, on doit notifier si on a ce qu'on appelle un risque réel de préjudice grave. Ça, c'est le vocable utilisé au fédéral et en Alberta. On va devoir notifier dès que possible. Au Québec, on va utiliser plutôt le vocable risque de préjudice sérieux. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un risque de préjudice grave ou un risque de préjudice sérieux. Vous avez une liste ici. Donc ça vient, je vous dirais, essentiellement des recommandations du commissaire fédéral, mais on peut faire le parallèle là, avec toute loi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par préjudice grave ou sérieux? S'il y a un risque de lésion corporelle, d'humiliation, dommage à la réputation ou aux relations, perte financière, vol d'identité, effet négatif sur le dossier de crédit, dommage aux biens ou leur perte, perte de possibilités d'emploi ou d'occasion d'affaires ou d'activités professionnelles. Donc, dans les critères, dans votre analyse, vous devez vous dire, OK, il y a un incident. Est-ce que cet incident-là est-ce que les conséquences, en fait, pourraient résulter en ce que vous voyez sur la liste? Quand on regarde la liste, on voit souvent ça gros. Sachez que les commissaires interprètent ça, encore une fois, de façon très large. Et donc, l'humiliation, par exemple, dommage à la réputation ou aux relations, ça peut être quelque chose simplement entre un ex-conjoint ou une ex-conjointe, par exemple. Donc, on a envoyé par erreur de l'information à l'ex-conjoint qu'on ne devait pas. Ça pourrait peut-être mener à de l'humiliation, dommage à la réputation. Donc, ça va être considéré comme un préjudice grave ou sérieux. Donc, voyez pas ça toujours comme des scénarios catastrophiques. Je vous dirais plus souvent qu'autrement, les commissaires à la vie privée interprètent ça quand même de façon très large. Puis d'ailleurs, un exemple, c'est la fameuse adresse courriel. On utilise tellement notre adresse courriel aujourd'hui pour plein de choses qu'on voit ça un peu comme de l'information banale. Évidemment, encore une fois, il faut faire attention, c'est contextuel. Je ne veux pas que vous ressortiez en vous disant à chaque fois qu'il y a une adresse courriel qui est compromise, on est dans la gestion d'un incident et tout ça. C'est pas ça que je vous dis, mais
plus souvent qu'autrement, les commissaires à la vie privée vont potentiellement considérer l'adresse courriel comme un renseignement sensible parce qu'avec l'adresse courriel, on peut faire notamment de l'hameçonnage. Donc, c'est simplement un exemple ici pour vous démontrer que nous, parfois, en tant que citoyens de tous les jours, qu'on utilise beaucoup la technologie, on a tendance à penser que c'est pas grave, mais ce n'est pas nécessairement l'interprétation légale ou l'interprétation des commissaires à la vie privée. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, comment on évalue pour savoir si on doit notifier ou pas? On va regarder la sensibilité de l'information. Donc, est-ce que le renseignement est sensible? On va évaluer les circonstances et on va évaluer la probabilité. Donc, quand on parle de probabilité, ça veut dire qui a obtenu l'information. Est-ce que c'est une personne que l'on connaît? Est-ce que au contraire, c'est une personne malveillante parce que ça a été un vol? Évidemment, ça va venir influencer notre scénario. Le temps. Est-ce que ça nous a pris 279 jours, comme on a vu dans notre question au début, pour contenir et identifier l'incident et donc le risque est plus élevé, ou on s'en est rendu compte, puis peut-être 1 heure après, on a contenu l'incident. Donc, ça aussi, ça va impacter la probabilité et le risque. Est-ce qu'on a pu récupérer les renseignements personnels, par exemple? Ça aussi, ça va venir influencer. Donc, vous voyez un peu que l'évaluation, elle est très contextuelle. Les délais de notification, sachez qu'il y a le RGPD qui a un délai relativement fixe. On dit dans les meilleurs délais et si possible 72 heures au plus tard. C'est la raison pour laquelle Patrick vous a mentionné, n'oubliez pas que dès que vous avez connaissance d'un incident, l'horloge commence à tourner. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut agir rapidement parce que 72 heures, ça peut être rapide. Et vu qu'on a un 72 heures, notamment en Europe, il n'est pas rare de voir dans vos contrats un délai qui va être de 48 heures. Donc, vous avez 48 heures pour notifier parce que votre entreprise ou votre client, lui, il veut se donner un délai aussi pour réagir si c'est lui qui doit répondre aux 72 heures, par exemple. Au Québec, au Canada, on n'a pas de délai précis. On utilise plutôt des mots avec diligence, without unreasonable delay, dès que possible. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus procrastiner. Fait que ça aussi, si vous n'agissez pas rapidement, vous allez vous faire taper éventuellement sur les doigts. Donc, qui vous allez devoir notifier si vous rencontrez les critères? L'autorité de contrôle, donc ça peut être les commissaires à la vie privée. Si vous êtes dans le secteur financier, ça pourrait être l'autorité des marchés financiers, par exemple. Évidemment, les individus. Le but de la loi, il ne faut pas l'oublier, c'est de protéger l'individu. Donc, c'est lui que l'on veut aviser pour que l'individu, lui aussi, puisse minimiser ses propres risques. Donc, peut-être qu'il va être plus attentif. S'il y a une possibilité de vol d'identité, il va être plus attentif à son compte de banque. Il va peut-être vérifier un peu plus les transactions qui ont passé, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre notification? Ça, c'est prévu. C'est les circonstances de l'incident, la nature des renseignements qui ont été compromis, quelles sont les mesures que l'entreprise a prises pour venir contenir, mitiger les risques, quelles sont les mesures que l'individu peut prendre. Donc, vous savez, souvent, dans le domaine financier, quand c'est des vols d'identité, il va y avoir Equifax, par exemple, faire les alertes sur notre dossier de crédit. Donc, ça, c'est des exemples de mesures que l'individu peut prendre. Et on va devoir, en tant qu'organisation, mettre des coordonnées pour que les individus puissent poser des questions, le cas échéant. Donc, je vois le temps qui file. On va y aller rapidement, mais élément important à retenir, dans les exigences, vous devez tenir un registre de vos incidents. Si on regarde notamment ce qui émane du fédéral, je parle du fédéral parce qu'au Québec, ça va être prévu par règlement, donc on n'a pas encore toutes les règles, mais ça risque d'être similaire. Essentiellement, l'incident, si vous en venez à la conclusion que vous ne devez pas notifier des individus, vous devez quand même le mettre dans votre registre. Donc, le registre des incidents, ce n'est pas simplement un registre des incidents où vous avez notifié, c'est un registre de tous les incidents. Et donc, dans ce registre-là, vous allez avoir éventuellement on va dire une case, là, si c'est un registre avec des cases, mais vous allez dire, OK, il y a eu tel incident, telle information, on a fait une analyse, est-ce qu'on a notifié? Oui, non. Fait que c'est important que même les incidents qui n'ont pas été notifiés doivent faire partie de votre registre. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça?
Oui, bien, peut-être juste avant d'enchaîner, Vanessa, Oui. il y a un dernier point que j'aimerais adresser parce que là, on a parlé des délais contractuels, des renseignements personnels ou des obligations sectorielles, mais on peut aussi se poser la question comme professionnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels dans la salle, mais on est tenu à un secret professionnel. Bien, quelle est l'étendue du devoir de notification de nos clients s'il y a une violation du secret professionnel aussi? Il existe dans notre société, c'est ça, plusieurs obligations de confidentialité. Est-ce qu'on n'a pas un devoir réglementaire ou même un devoir éthique qui va au-delà de nos associations professionnelles de notifier les parties affectées dans un cas d'incident? Parce que c'est beau, là, les lois suivent, mais on tire un petit peu de l'arrière. Puis là, il y a eu plusieurs brèches de données dans les dernières années. Il n'y avait pas de loi nécessairement qui encadrait la notification. Mais comme individu, comme société, est-ce qu'on ne veut pas s'améliorer puis commencer à mieux communiquer ces incidents-là, puis arrêter de peut-être mettre un stigma social là, sur les gens qui subissent des incidents? Parce que c'est l'affaire de tous maintenant. Bon, après l'incident, ben, on apprend, tout simplement. Je vais faire ça simple parce que je vois le temps qui file, là. Mais apprenez de la situation, changez vos processus quand ils ont été, quand ils se sont prouvés pas effectifs dans la situation de brèche. Et puis, peut-être le plus important, c'est prenez des vacances si vous êtes en mesure d'en prendre parce que le prochain incident s'en vient, puis vous avez besoin d'être reposé pour prendre les bonnes décisions. Bon, on fait des blagues par rapport à ça, là, mais peut-être les gens qui travaillent justement dans le domaine de la sécurité de l'information, il y a eu beaucoup d'études là, qui sont sorties justement, bon, dans la pandémie, on a vu une recrudescence des incidents. Gérer un incident, évidemment, tout dépendamment de l'incident, là, on est sur l'adrénaline, c'est vraiment de la gestion du stress, comme on l'a mentionné, et les gens qui sont dans cette arène-là, ça vient tirer du jus, ça vient tirer de l'énergie. Fait que si vous êtes gestionnaire de ces équipes-là, c'est important aussi d'être à l'écoute. Puis ces gens-là ont justement, comme le mentionné Patrick, ont besoin de vacances ou de repos. Donc, c'est déjà important, donc il faut en prendre soin. Bien, ça va conclure sur ces belles paroles de l'importance de l'équipe. Bien, merci de votre attention. Merci Secure de nous avoir accueillis, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.